nous montrâmes notre gratitude en nous inclinant à la manière des morts. La blancheur de la main donnait à penser que c'était une esclave convertie à l'islam, comme les maîtres en épousent souvent. La suite nous prouva que nous étions loin de la réalité. Du point de vue des Nord-Africains, il n'était pas illégal pour un corsaire musulman de demander une rançon. Sans les demandes de rançon et l'esclavage, ces pays n'auraient pas été aussi riches. C'est une source de revenus qui leur aurait manqué. Entre aussi en ligne de compte l'aspect religieux. Le pouvoir justifie son régime en disant qu'il mène une guerre sainte contre les infidèles. Au Danemark, on ne retrouve pas énormément d'allusions à l'esclavage des Blancs. Une des rares références se trouve dans une église au sud du Jylland. On voit un esclave, Jørgen Martensen, qui reçoit des coups de fouet donnés par son maître. Personne ne connaît toute l'histoire de Martensen. On dit que de l'argent a été collecté pour racheter sa liberté, mais qu'il est mort avant que la totalité de la somme n'ait été recueillie. L'argent a donc été utilisé pour faire peindre un tableau qui honore sa mémoire. Aujourd'hui, on fait des recherches dans les archives pour redécouvrir l'histoire oubliée de l'esclavage et de la piraterie. Ce qui est marrant, c'est que dans un livre de Grandchamp, le Grandchamp Histoire de la Tunisie, nous retrouvons beaucoup de noms de corsaires. Si, il y a la liste établie de corsaires, dont de grands noms que je ne citerai pas, de grandes familles tunisiennes, dont les ancêtres étaient des corsaires. Plusieurs noms, je ne vais pas les citer, mais c'était marrant parce que les familles existent encore, et ces familles étaient des corsaires. Voilà, c'est marrant. Et de grandes familles, hein, de grandes familles, j'ai dit de grandes familles qui faisaient partie de l'aristocratie tunisienne. Les esclaves européens ont la possibilité d'améliorer leur vie. Ils peuvent se convertir et devenir des renégats, ce que font bon nombre d'entre eux. On perd alors leurs traces. Ils ont changé de nom et se sont intégrés dans la société musulmane. Les esclaves peuvent parfois se convertir pour essayer de sortir de leurs conditions. Ça existe. Bon. Mais ils ne sont pas très nombreux, pour une raison très simple. Parce que leurs propriétaires ne veulent pas qu'ils se convertissent. Parce qu'il perd son capital. Donc ils ne les encouragent pas. Une fois qu'un esclave s'est converti, il est impossible pour lui de revenir en Europe. Cervantes a peut-être envisagé de se convertir, mais il n'en a jamais fait mention. Ça l'a probablement tenté. D'ailleurs, c'était un moyen de se tirer d'une situation très pénible. On s'en aperçoit dans les pièces de théâtre qu'il a écrites sur les captifs. Elles tournent toujours autour de la même question. Faut-il me convertir ou ne pas me convertir? Car il n'est pas rare que de magnifiques femmes musulmanes couvrent des yeux les chrétiens, les aiment, les désirent et leur promettent de leur donner leur corps, leur maison, leur argent, s'ils se convertissent à l'islam. À travers l'histoire de l'esclave, dans son Don Quichotte, Cervantes traite ce problème en l'inversant. C'est la femme qui accepte de se convertir au christianisme et offre au captif l'argent de sa rançon pour qu'il soit libre. Libéré, le captif organise son voyage vers l'Espagne avec la belle Zoraïde.
Je quittais le bagnio et j'allais dans la maison de campagne de Hadji Mourad. Il me demanda ce que je cherchais. Je lui dis que j'étais un esclave et que je voulais trouver des herbes aromatiques pour une salade. Comme les femmes mortes n'ont pas honte de paraître devant les yeux des chrétiens, Zoraïde sortit. Je pensais qu'elle était la femme la plus belle que j'ai jamais vue. Vous devez être marié, me dit-elle, et votre femme doit vous manquer. Non, je suis fiancée et je me marierai dès mon retour dans mon pays. Elle me demanda, est-ce que votre fiancée est belle? Très, mais je ne pourrais mieux la décrire qu'en disant qu'elle vous ressemble. Cela fit rire son père. Par Allah, elle doit vraiment être très belle si elle ressemble à ma fille, puisque ma fille est la plus belle de ce pays. Un mort arriva et nous prévint que 4 Turcs avaient escaladé un mur et qu'ils volaient des fruits. Le père partit pour chasser les Turcs. Dès qu'il eut tourné le dos, elle me regarda en pleurant et demanda « Partez-vous » ? « Oui, mais pas sans vous. Tenez-vous prête, vendredi prochain. » Nos informations sur la vie de Cervantes lorsqu'il était esclave viennent de son compagnon de captivité, Antonio de Sousa, un bénédictin portugais capturé 2 ans après lui. Cet érudit a consigné ses expériences jour après jour. Cervantes n'a pas tenu son journal lorsqu'il était captif. Il s'est seulement servi de ses expériences dans ses pièces et dans ses romans. Les journaux de Sousa ne sont traduits en anglais que maintenant, 400 ans après. Les 2 traductrices sont Maria Antonia Garcés de l'université Cornell et Diane Wilson de l'université du Colorado. Ils ont dessiné cette carte qu'ils avaient emportée pour savoir où le roi pourrait attaquer. Le fort ne semblait pas imprenable. Il y avait des faiblesses dans les fortifications. Sousa mentionne le cap de Matafous ou de Temenfous. Les récits de Sousa se déclinent sur plusieurs volumes. Et il les qualifie lui-même de femmes à barbe. Et en fait, ce sont leurs amants, des garçons. Nous connaissons beaucoup de portraits de Miguel de Cervantes, mais il ne nous en reste aucun d'Antonio de Sousa. Il a estimé le nombre des esclaves blancs à 25 000 à l'époque à Alger. Notre estimation pour la période qui va de 1540 à 1650 est qu'à peu près 600 000 esclaves sont passés par Alger. En 1580, Miguel de Cervantes a déjà passé 5 années comme esclave à Alger, sa famille n'ayant pu rassembler l'argent de sa rançon avant. Mais cette année-là voit enfin changer le cours de sa vie. L'histoire de l'esclave dans Don Quichotte a également un dénouement théâtral. Il se fait aider par ses amis et un chrétien converti, un renégat. La belle Zoraïde nous attendait à sa fenêtre. Elle me vit et accourut. Elle nous ouvrit la porte, vêtue d'habits magnifiques. Malheureusement, son père se réveilla et se mit à crier en arabe « Aux voleurs! Des voleurs chrétiens !» Le renégat et ses hommes, fort habilement, capturèrent et bâillonnèrent Hadji Mourad. Lorsque Zoraïde fut montée à bord avec son père et des morts encore ligotés,
et qu'elle vit que nous commencions à ramer, elle demanda que les morts et son père soient relâchés. Le renégat donna l'ordre de débarquer son père et les morts sur le rivage. Même parvenus à bonne distance de la rive, nous ne l'entendions plus, mais nous pouvions toujours le voir s'arracher les cheveux et se rouler par terre de désespoir. Le 19 septembre 1580, après 4 évasions ratées, Miguel de Cervantes est enfin libéré contre rançon. Il a fallu des années à sa famille pour la rassembler et pour persuader des hommes religieux influents. Il est libre, mais les inquisiteurs l'attendent en Espagne. On soupçonnait tous les captifs de s'être convertis à l'islam. Ils devaient prouver le contraire. Et Cervantes a dû le faire aussi. S'il n'était pas convaincant, si un renégat était récalcitrant et s'il disait « je suis musulman et je le resterai », ce qui arrivait parfois, il finissait brûlé. S'ils disent au retour qu'ils sont restés chrétiens, il faut les croire. Il faut les croire parce que quel intérêt a-t-il? Alors, s'ils sont retournés comme captifs, bon, là, il y a un point d'interrogation parce qu'ils ne sont pas retournés par leur propre volonté. Il se pourrait qu'ils se soient convertis et que par peur, ils disent non. Ceux qui sont retournés par leur propre volonté, c'est-à-dire qu'ils sont partis par eux-mêmes, ceux-là, et qui disent « nous n'avons pas été convertis », c'est possible qu'ils n'aient pas été convertis. L'Inquisition est une institution à l'intérieur de l'Église catholique qui traque les hérétiques dans le but de les exterminer. Lorsque Cervantes arrive en Espagne, l'Inquisition est à son apogée. Si votre cas était tangent et que les inquisiteurs n'étaient pas convaincus, ils vous envoyaient au gibet. Bien que l'Inquisition se soit souvent montrée pragmatique, on a appelé les gens à rentrer et à se dénoncer eux-mêmes, à revenir en Espagne en leur promettant qu'ils ne seraient pas persécutés. Mais lorsqu'on avait besoin de galériens pour les navires du roi, on ne tenait pas ses promesses et très pragmatiquement, on les envoyait aux galères. Beaucoup y sont restés une dizaine d'années et y sont morts. Miguel de Cervantes doit produire des témoins pour prouver qu'il est chrétien. Il pense au récit de ses tentatives d'évasion relatées par Antonio de Sousa. Les écrits de Sousa sont donc montrés aux inquisiteurs. Évidemment, c'était sur les tentatives d'évasion que Cervantes voulait attirer l'attention, puisqu'elle démontrait qu'il avait fait tout ce qui lui était possible pour s'échapper du bagne et quitter Alger. Finalement, Cervantes réussit à persuader l'Inquisition de son innocence. Antonio de Sousa est lui aussi libéré contre une rançon et finit ses jours à Malte. Miguel de Cervantes devient de son vivant un écrivain célèbre. Son chef-d'œuvre, Don Quichotte, est publié en 1604. Une des raisons pour laquelle Don Quichotte est tellement moderne, c'est que Cervantes y a rapporté ses déconvenues lors de sa captivité en Afrique du Nord. Ce qui est unique, c'est qu'il a raconté ce qui l'avait choqué et lui avait enlevé toute confiance dans les autorités de son pays, y compris envers le roi, parce qu'il avait espéré que le roi aiderait à sa libération. Miguel de Cervantes meurt en 1616, à l'âge de 68 ans. Je ne crois pas qu'il serait devenu l'immense écrivain qu'il fut s'il n'avait pas vécu cette expérience à Alger.